La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. Après le conflit au Haut-Karabakh en 2020, l'Arménie tend à rouvrir ses frontières avec ses voisins, en particulier avec l'Azerbaïdjan, qui a pris possession d'une grande partie des provinces de la région, et la Turquie, avec qui elle a engagé une tentative de normalisation des relations diplomatiques et des échanges frontaliers, une première depuis le traité de Lausanne en 1923. De fait, avec des alliances de revers et des tactiques de contournement, le Caucase est révélateur des tensions qui opposent des puissances régionales et mondiales. Alors, comment peut-on expliquer ce processus d'ouverture des frontières étatiques quand on sait que l'Arménie est sortie défaite de l'Azerbaïdjan et que la Turquie a soutenu son voisin azéri lors de la dernière guerre et ne reconnaît pas le génocide arménien? Pour mieux comprendre cette situation géopolitique complexe, nous recevons Sevak Artsroni, qui a été ancien préfet de la province de Martakert dans le Haut-Karabakh et qui a une grande expérience du terrain. Nous nous intéresserons d'abord aux contestations actuelles des frontières, puis à leur ouverture progressive. Alors, comment expliquer ce bilan plutôt néfaste, plutôt négatif des 30 dernières années et d'aujourd'hui, selon vous? Déjà, il faut commencer par comprendre les sources du problème arméno-azéri qui va jusqu'aux origines de la création du Caucase russe, c'est-à-dire le traité de Turkmencha, enfin la victoire des Russes sur les Perses, sur l'Iran de l'époque. Déjà, à l'époque commence l'exploitation du pétrole à Bakou, qui, pendant les premières années, était coordonnée bien sûr par les autorités russes du Caucase, mais les plus grands exploiteurs des réserves pétrolières de Bakou étaient les Arméniens de Tiflis. Donc les Azéris, qui se nommaient pas Azéris à l'époque, c'était les Tatars du Caucase, ont attendu environ 15 à 20 ans avant de comprendre l'importance du pétrole qui sortait à Bakou. Ensuite, déjà avant la révolution bolchevique, les Russes ont activé, si vous voulez, les Tatars, les Azéris, si vous voulez, à agir sur le terrain en essayant d'écarter les Arméniens, parce que les Arméniens devenaient trop importants. La bourgeoisie arménienne devenait trop importante dans la région. Le conflit commence là, entre ces deux nations. Bien entendu, ensuite, l'arrivée des Britanniques et des Turcs dans la région, qui avait comme but bien sûr de sortir, de virer, de chasser les Russes du Caucase, tout simplement compliquer la situation. Après la chute de l'Union soviétique, nous avons tout simplement eu à gérer ce problème qui datait déjà de plus d'un siècle. Donc, une fois que l'indépendance est arrivée, on avait une victoire en 1994. On a eu 28 ans où les Azéris ont gagné du temps et nous, on a tout simplement épuisé nos ressources parce que c'est difficile à expliquer. C'est beaucoup plus un problème sociologique que politique à comprendre ce qui s'est passé pendant les 28 ans. Mais on a ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a tout simplement dévalisé notre pays. Nous avons abusé de tout ce qu'on avait comme opportunité à partir de 1994. Et au contraire, les Britanniques et les Russes ont tout fait pour que les Azéris prennent le pouvoir à leur intérêt. Maintenant, il y a une deuxième dimension du problème, c'est que l'Arménie, déjà en 1994, après la guerre, même avant 1994, pendant la guerre, était divisée déjà entre nationalistes et, si vous voulez, internationalistes, ou je ne sais pas comment dire, globalistes. En vérité, ces deux forces sont toutes les deux très hypocrites, parce que les nationalistes ont tout simplement abusé du pouvoir pour bien s'enrichir, alors que les autres, la partie adverse, c'est-à-dire
les internationalistes, les antinationalistes, si vous voulez, sont hypocrites aussi parce que nous voyons aujourd'hui que géopolitiquement, l'Arménie est toujours l'allié de la Russie parce que une Arménie pauvre, une Arménie désunie, une Arménie démilitarisée, une Arménie désorganisée ne peut que mettre tout l'espoir sur la Russie. Donc voilà la situation qu'on a aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer demain dépendra de plusieurs facteurs que nous pouvons discuter. Vous notez aujourd'hui un constat plutôt amer de la politique, de l'économie et du domaine militaire arménien. D'ailleurs, les chefs de l'état-major sont absents, ou plutôt mis de côté par le gouvernement. Beaucoup d'intellectuels arméniens ont fait l'histoire. On peut citer de grands inventeurs, de grands astrophysiciens. Comment expliquer justement cette incapacité, malgré des aptitudes effectives sur le plan de l'intelligence, de la technologie, etc., à gagner une guerre qui était tellement prévisible que ça devient presque étonnant de constater une défaite majeure. Ce que vous dites est la suite logique de ce que j'ai dit il y a quelques instants. Malheureusement, l'hypocrisie ne manque pas en diaspora. Les Arméniens de la diaspora, que ce soit les nouveaux partis ou ceux qui sont partis après la Première Guerre mondiale, ne sont pas de vrais patriotes. Les Arméniens de la diaspora ont une bonne volonté envers l'Arménie. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas un projet national, il n'y a pas de priorité dans les communautés arméniennes de la diaspora, il n'y a pas de projets régionaux, il n'y a pas une vraie collaboration entre la diaspora et l'Arménie, ni aujourd'hui, ni hier, ni en 1994, ni pendant la période soviétique. En vérité et malheureusement, la diaspora a ses habitudes, c'est de rester arménien et d'avoir une certaine bonne volonté envers leur pays. Nous savons que les excuses ne manquent pas pour ne pas venir en Arménie. Et pour ceux qui ont fait l'aventure d'investir en Arménie, ont investi dans des projets de court terme. Je ne parle pas des associations, il y a eu des associations qui ont fait des merveilles, mais je parle des investissements personnels, des grands mécènes arméniens qui ont décidé de faire des affaires en Arménie. Par quelques exceptions, ils sont venus pour gagner de l'argent parce que c'est un pays, comme les Américains disent, borderline country, où tu peux plus facilement gagner de l'argent. Et ils se sont retrouvés dans des mains beaucoup plus dangereuses qu'ils puissent imaginer, et ils ont perdu de l'argent. Du coup, on comprend que cette désorganisation complète ne touche pas que l'Arménie, mais touche l'arménité. Parce que les Arméniens, depuis le 19e siècle, ils n'ont pas de projet. Encore aujourd'hui, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les Arméniens réussissent individuellement? Parce que nous avons la cellule familiale qui est très très forte. Mais elle est tellement forte, cette cellule familiale, qu'elle résiste à la création de l'État. Et c'est là qu'il faut commencer à reconstruire l'histoire des Arméniens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement négocier avec tous les Arméniens autour d'un projet arménocentrique, si vous voulez, mais pas arménien, à condition que ce soit pas basé sur la bonne volonté, l'hypocrisie et les belles paroles, et non pas qu'il soit exploité par des gens avec qui on aime se faire photographier parce qu'ils ont, je sais pas, ils sont présidents ou premiers ministres de l'Arménie, et alors qu'il faut tout simplement aller au bout, aller au fond des projets, aller au fond des problèmes et réfléchir d'une manière plus globale au niveau des intérêts des Arméniens. Alors maintenant, si nous ne faisons pas ça, l'intégration régionale de l'Arménie sera catastrophique. Aujourd'hui, l'Arménie
n'a pas le choix. On impose à l'Arménie l'intégration régionale. Parce que la Russie n'a pas d'autre choix que d'être amie avec la Turquie pour contrer l'Occident. Et l'Occident devra aussi faire tout pour retrouver l'amitié de la Turquie pour contrecarrer la Russie. Sans compter les problèmes qu'il y a les intérêts qu'il y a dans la région de la Chine et de l'Iran. Du coup, l'Arménien n'a pas, dans ce système très compliqué et dans cette pression qui ne cessera pas, l'Arménie n'a d'autre choix que de s'intégrer dans la région. S'intégrer au moins au niveau nord-sud, c'est-à-dire en faisant le pont entre l'Iran et la mer Noire, pour être partie des intérêts et des négociations, sinon irano-russes. Malheureusement, afin de pouvoir jouer le jeu, il faut être organisé, il faut avoir un projet, il faut avoir des priorités, et il faut surtout bien comprendre les menaces et les dangers qui s'imposent. Et le plus grand danger, c'est la même situation sociologique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que l'Arménie, les Arméniens, n'ont aucune priorité nationale en vérité. Ce sont de belles paroles. Aujourd'hui, la situation est telle. Et quel projet à l'avenir pourrait, selon vous, changer la donne et quel projet proposez-vous personnellement ou collectivement pour la revitalisation politique de l'Arménie? C'est difficile d'expliquer ce qu'il faut faire en quelques mots. Il faut d'abord comprendre le problème. J'ai essayé de vous l'expliquer. Que faire? Je pense que l'Arménie devra devenir une plaque tournante des intérêts des Arméniens du monde entier. Et non seulement des Arméniens, mais des nations qui sont plutôt positives vis-à-vis des intérêts arméniens pour leur intérêt personnel ou national. L'Arménie peut devenir partenaire de la Chine, peut devenir partenaire de la Russie, peut devenir partenaire de l'Iran. Pourquoi nous ne sommes pas devenus un partenaire? Parce que nous ne sommes pas fiables. Parce que nous n'avons pas un projet de priorité nationale, ni un projet de priorité d'État. Parce que les gens qui arrivent, que ce soit des Arméniens, des Iraniens, des businessmen qui arrivent, qu'ils soient arméniens, iraniens ou autres, il n'y a aucune différence. C'est la même situation anarchique où les intérêts des groupes et les intérêts des personnes sont mis en priorité. Donc, les Arméniens de la diaspora ou les investisseurs iraniens ou les investisseurs russes en Arménie échouent pour la même raison. Donc, il faut une révolution culturelle en Arménie. Il faut des masses de granit, des institutions. Des institutions, des idées, une nouvelle philosophie. La philosophie du 19e siècle, nationalisto-socialiste, est complètement usée. Elle est déjà depuis 100 ans dépassée. Et cette idée globaliste en Arménie est ridicule. Ni l'une ni l'autre, ces idées, ni l'une ni l'autre, ne sont pas appropriées à notre situation actuelle. Nous sommes un peuple globaliste depuis peut-être 2 ou 3 000 avant Jésus-Christ. Nous avons toujours été une nation globaliste. Qu'est-ce qu'on entend par globaliste? C'est-à-dire une nation qui a une philosophie ouverte au peuple du monde. Nous l'avons toujours été. Nous n'avons jamais été un peuple séculaire fermé sur elle-même, sur lui-même. Donc, c'est un faux problème. Et le nationalisme est une hypocrisie. Peut-être jusqu'en 1920-25, il y avait un nationalisme en diaspora, peut-être jusqu'aux années 50-60, je suis d'accord. Encore quelques années au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, personne ne pense à l'Arménie en diaspora, c'est pas vrai. Nous avons une bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Et comment vous expliquez justement ce manque de sens de l'État, cette absence
d'aide individuelle qui forge cet esprit collectif en Arménie? Parce que l'Arménie n'est pas une priorité, ni pour les Arméniens d'Arménie, ni pour les Arméniens de la diaspora. Il y a un très petit nombre d'Arméniens en Arménie, et peut-être quelques-uns en diaspora, qui ont la conscience de l'État, qui ont la conscience du pays, de la patrie, si vous voulez. Pour les autres, pour les millions d'autres Arméniens, que ce soit en Arménie ou en diaspora, c'est un faux problème. Ce n'est pas une priorité. C'est un amour propre, c'est une identité familiale. Pour ceux qui parlent l'arménien, c'est peut-être une culture, les chansons, les textes qui les rattachent à cette idée idéaliste d'un pays qui n'existe plus. Donc non, malheureusement, il n'y a pas un problème arménocentrique dans le peuple arménien. En parallèle, quel projet souhaitez-vous présenter pour une éventuelle restructuration de l'économie et du militaire arménien? Il ne faut pas isoler le militaire du reste. Nous ne sommes pas une société militarisée. L'armée fait partie de la vie du peuple de chaque nation. Donc, parlons plutôt économie, socio-économique, situation socio-économique et réorganisation de l'Arménité dans l'ensemble général. Effectivement, depuis maintenant 4 ans, nous avons préparé un grand projet pan-arménien. Il s'agit de construction d'une nouvelle communauté à Apovian, à environ à 15 km 17 km du centre de Yerevan, où nous essayerons de changer la culture économique et la culture sociologique de notre peuple, en mettant l'accent surtout sur le sens de l'innovation, parce que nous savons que nous sommes un peuple innovateur. Il suffit d'étudier rien que pendant les 100 dernières années les grandes découvertes des Arméniens, que ce soit en Russie, aux États-Unis, jusqu'en Indonésie, et ainsi de suite, pour savoir que nous avons une capacité énorme d'innovation. Et tout simplement, il faut réorganiser dans une logique arménocentriste. Donc, cette communauté d'environ 10 000 habitants existera d'ici jusqu'en 6 ans, de maintenant jusqu'à 6 ans. Les constructions commenceront à la fin de l'année et début printemps prochain. Et cette communauté sera composée d'une partie industrielle, d'une partie d'habitation, école, université, agroparc, etc. Donc, dans chaque secteur de développement, nous mettons l'accent sur l'innovation, sur le développement. Nous mettons aussi une grande importance sur le développement durable. Vu qu'aujourd'hui, l'Arménie fait face à 2 menaces, la menace géopolitique et la menace du climatique. L'Arménie comme le reste du monde, mais l'Arménie est un petit peu plus en danger que le reste du monde, en sachant que les 2 points les plus chauds climatiquement d'Europe, ce sont l'Arménie et l'Espagne. Nous sommes aussi obligés d'affronter ce problème. Donc cette cité de 10 000 habitants, d'environ 120 hectares, nous avons déjà acquisitionné le terrain. Cette communauté sera créée pendant 5 ans et aura comme tâche, comme mission de changer les mentalités dans la façon de faire du business avec la diaspora, dans sa façon d'innover, dans sa façon de se protéger vis-à-vis des menaces en question, etc. Je pense que, déjà aussi, donc cette communauté aura des points
de collaboration dans d'autres régions de l'Arménie. Donc ça pourra devenir, d'ici les 2 années prochaines, un projet pan-arménien, en sachant que l'Arménien de la diaspora ne sera pas invité pour les idées, pour la bonne conscience, etc., comme ça a été le cas pour les derniers 28 ans, mais pour faire affaire en proposant un terrain d'affaires meilleur que ce qu'on peut lui proposer ailleurs dans le monde. Donc voilà de quoi il s'agit. Bon, pour l'instant, ce projet n'est pas encore rendu public. Ce sera fait d'ici février prochain. À ce moment-là, on en parlera en détail. Et du point de vue diplomatique, comptez-vous obtenir l'appui d'autres États étrangers et d'une façon générale, est-ce que l'Arménie peut compter dans sa restructuration sur des États comme la Chine, l'Inde ou d'autres grandes puissances? Nous en avons parlé au début de l'interview, oui. L'Arménie peut jouer dans le jeu des grands, à condition de savoir, de reconnaître son rôle dans le grand jeu géopolitique. Ce que nous n'avons pas su faire pendant les 28 dernières années, et ce que l'Azerbaïdjan a su faire. Et c'est là que se situe la cause de notre défaite. Je vous remercie, Seva Kalsouni, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été préfet de la province de Martakert dans le Haut-Karabakh et que vous êtes très impliqué dans la politique et la reconstruction de l'Arménie. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.